Bonjour. Bonjour. Je, je souhaitais vous rencontrer suite à la lecture de votre ouvrage et à l'ouverture du site de votre association Les Papillons. Et je voudrais vous poser plusieurs questions, notamment la première, comment allez-vous? Je vais très bien. C'est effectivement une bonne question, mais non, je vais très bien. Je vais d'autant mieux que voilà, je suis dans l'action, j'ai fait quelque chose de tout ça, donc je vais vraiment très très bien. Je passe mon temps entre Perpignan et Paris et Nice et ailleurs, donc pour pouvoir porter la parole, donc tout va très bien. Alors, dans votre livre, il y a une grande place pour le témoignage contre votre frère, mais j'ai ressenti pour ma part une déclaration d'amour, une grande déclaration d'amour à votre femme et à vos enfants. Et je voudrais savoir comment elle vous a accompagné dans tout ça. En fait, il faut savoir que les conjoints sont vraiment oubliés dans nos histoires. Ils portent avec nous ces histoires aussi. Donc pour moi, c'était vraiment important de lui rendre hommage. Comme je passe beaucoup de temps à rendre hommage en fait, aux conjointes et aux conjoints qui les accompagnent, mon épouse, moi, m'a vraiment permis de libérer pleinement ma parole. C'est elle qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un livre, puisque c'est quelque chose que je sais bien faire, écrire. Donc, et puis elle me permet justement de mener mon action sans retenue, sans difficulté. Donc voilà, pour moi c'est à la fois mon épouse, c'est à la fois une béquille, une épaule, un soutien. C'est vraiment quelqu'un pour moi de très important. Et du coup, concernant vos enfants, on voit que vous leur apportez énormément d'amour, que vous en avez manqué. Et je voudrais savoir, quand on a été victime, comment on arrive à protéger ses enfants, à les préserver et à avoir un rôle de père en ayant un recul nécessaire sur le jeu. Alors, c'est un peu compliqué effectivement parce qu'il faut trouver le juste milieu, mais ça je pense que c'est pareil pour tous les parents en fait. Il faut trouver le juste milieu entre les protéger et leur laisser vivre quand même leurs enfants. Et la difficulté, c'est que quand on est victime, quand on a été victime, on a tendance à faire rejaillir sur eux nos propres peurs. Et c'est assez mauvais parce que du coup, on les prive un petit peu de leur enfance. Donc, moi, j'ai pris le parti de les regarder grandir et de toujours être aux aguets, à l'affût du moindre de leurs signes qui pourrait me laisser penser que quelque chose ne va pas. Mais j'essaye de trouver cet équilibre entre les vivre quand même leur enfance. Et du coup, vous parlez de signes. Pour vous, quels sont les signes qui peuvent alerter qu'il se passe quelque chose comme ça? Alors, les signes, je pense que c'est un changement de comportement brutal, ou même pas brutal d'ailleurs, un glissement. Moi, pour ma part, j'étais quelqu'un de très enjoué, j'étais un enfant de 6 ans. J'aimais la vie, j'aimais les gens, j'aimais me balader, j'aimais les copains, et puis du jour au lendemain, je me suis replié sur moi-même. Donc je pense qu'un changement dans le comportement de nos enfants doit forcément un petit peu nous alerter des problèmes avec la nourriture, des notes qui baissent, des colères, tout changement de toute façon dans nos enfants, dans leurs habitudes, dans leur comportement, doit nous alerter. Alors c'est peut-être rien, effectivement, mais c'est pas anodin, un changement de comportement. Quand un enfant commence à s'isoler, quand un enfant commence à avoir des moins bonnes notes, quand un enfant voit moins ses copains, quand un enfant mange moins, dort moins, mange trop, tous ces changements doivent nous alerter. Il y a peut-être rien, mais il y a peut-être quelque chose derrière. Il faut toujours être aux aguets de toute façon. Vous parlez de votre mère beaucoup dans le livre, sur le fait qu'elle s'est toujours doutée de ce qui se tramait malheureusement. Et comment un parent doit recueillir la parole? Est-ce qu'il est préparé à ça? Comment doit-il réagir? Oui, c'est compliqué. Et j'ai des personnes qui me suivent qui sont à la fois mères de victimes et mères d'auteurs. Donc c'est un petit peu compliqué, je pense, pour une mère
pour un parent, de toute façon, je crois que quand un enfant nous dit quelque chose, il faut, notre première action, c'est d'abord de l'écouter et aussi d'avoir une tendance à le croire. Il y a des choses que les enfants ne peuvent pas inventer, il y a des choses pour lesquelles il n'y a aucune raison qu'un enfant invente des histoires. Un enfant peut inventer des choses, voilà, qu'il a eu des bonnes notes ou pas, qu'il a une petite copine ou pas, mais inventer cette forme de violence, ça, il n'y a pas d'intérêt pour un enfant, il n'y a pas cette malignité chez un enfant. Donc comment réagir? D'abord écouter, et puis croire, parler, et puis essayer après de voir ce dont l'enfant a besoin pour l'accompagner au mieux. Moi, ma mère, de toute façon, moi j'avais gardé le silence, donc d'un côté je peux pas lui en vouloir qu'elle m'ait pas aidé puisque j'ai rien dit. Mais c'est vrai que lorsque des années plus tard, elle m'a dit qu'elle s'en doutait parce qu'elle elle me croyait parce qu'elle s'en était toujours doutée. Là pour moi, c'est pas le genre de phrase à dire, quoi. Parce que ça veut dire que déjà quand on est victime, on a un sentiment naturel d'abandon. Et là, a posteriori, je me suis dit qu'effectivement, elle m'avait abandonné à mon sort pendant toutes ces années. Donc il faut faire très attention parce que parfois les mots font aussi mal que les gestes. Donc c'est pas facile d'être parent et il faut savoir vraiment écouter nos enfants. J'ai appris aussi que vous étiez capitaine de police. Comment garder son sang-froid face à des présumés agresseurs? Comment prendre du recul sur les choses en temps normal, c'est quand facile. on a été victime? En temps normal, c'est facile. Quand on n'a pas été victime, de pouvoir prendre du recul, c'est notre métier. Mais c'est pour ça que moi, j'avais vraiment toujours fait en sorte que jamais dans mes métiers, je sois confronté à ce genre de fait, d'infraction. Je l'ai été une fois. Et ça a vraiment été très compliqué. Et c'est vrai que garder son sang-froid face à un grand-père qui me dit que c'est de la faute de sa petite fille parce qu'elle le recevait en petite culotte, enfin je veux dire, c'est difficile de garder son sang-froid. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment toujours fait en sorte de ne pas traiter ce genre d'affaires. Parce que déjà, humainement parlant, c'est rien que quand on est normalement constitué, c'est difficile de garder son sang-froid devant de telles affirmations et de tels propos. Mais alors quand en plus on est victime, on a été victime, c'est quasiment insoutenable, quoi. Et donc il a vraiment fallu que je fasse des efforts très importants pour pouvoir me contenir, me maîtriser et ne pas lui mettre une, quoi. Donc c'est compliqué. Quand on est victime, on est à fleur de peau et ce genre de propos, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas l'entendre. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est pour ce grand-père? Ce grand-père, il a été condamné, oui, tout à fait. C'était il y a quand même pas mal de temps maintenant, donc il a été condamné à 5 ou 6 ans de prison. Et qu'est-ce que vous pensez de cette peine? Les peines, de toute façon, elles sont jamais suffisantes. De toute façon, c'est ça le problème en fait avec les victimes qui déposent plainte, c'est que les peines ne seront jamais suffisantes pour nous, pour réparer le mal qu'on nous a fait. Donc même quand il y a des auteurs qui sont condamnés à 10, 12, 15 ans de prison, c'est jamais suffisant parce qu'il n'y a aucune peine qui peut nous soulager. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je croise des victimes qui me parlent de leur envie de déposer plainte, je leur demande pourquoi elles déposent plainte, qu'est-ce qu'elles attendent du procès pénal, parce que si elles attendent une condamnation exceptionnelle, elles ne l'auront jamais et elles seront forcément déçues. C'est pour cette raison que vous n'avez pas déposé plainte? Moi c'est la prescription. C'est à cause de la prescription que j'ai pas pu déposer plainte. Et sinon vous l'auriez fait Je sais pas si je l'aurais fait. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si j'avais l'opportunité de le faire, je le ferais pas parce que j'en ai pas besoin. Parce que en fait, quand on dépose plainte, c'est souvent pour des mauvaises raisons. On a envie de vengeance, on a envie de. Et puis on a aussi envie voilà, on a l'impression qu'il n'y a que le dépôt de plainte qui peut nous faire nous sentir victimes. Alors que moi, par rapport à tout ce que je fais en ce moment, par rapport à toutes ces émissions, tout ça, j'ai pas besoin d'une plainte ou d'un procès pour me sentir victime et pour avancer. Donc aujourd'hui, si j'en avais l'opportunité, je le ferais pas. À l'époque, je pense que si j'ai attendu pour libérer ma parole, c'est justement pour pas avoir à me poser la question. Puisque quand j'ai libéré ma parole, les faits étaient prescrits, donc au moins j'avais pas à me poser la question. Oui, c'est sûr. Concernant l'imprescriptibilité, j'ai vu dans Le Monde en Face, il me semble,
il y avait un petit débat là-dessus et il y avait beaucoup de personnes qui étaient non, contre, pardon. Est-ce que vous entendez leurs arguments et qu'est-ce que... Non, moi j'entends pas leurs arguments. Non. Pour moi, il y a des choses qui, à partir du moment où on accepte que des crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, pour moi, s'attaquer à un enfant, c'est s'attaquer à l'humanité en devenir. Dans les pays anglo-saxons, les crimes sexuels sont imprescriptibles et je ne vois pas pourquoi en France ça ne l'est pas. Alors on nous dit que c'est pour mettre au-dessus de tout les crimes contre l'humanité, etc. Mais je ne crois pas que ça entraînerait un problème dramatique que de mettre les crimes commis contre les enfants imprescriptibles. Pour moi, c'est pas normal qu'un jour un auteur se retranche derrière cette imprescriptibilité parce que pour nous, on est victime à vie et voilà, il n'y a pas d'imprescriptibilité pour nous. Donc non, j'entends difficilement les arguments des personnes qui sont contre l'imprescriptibilité. Et toujours dans Le Monde en face, je crois qu'il y avait l'avocat général Luc Frémiot qui disait que les questions d'inceste c'était souvent dans les milieux défavorisés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je pense que de tous les témoignages que je reçois, et j'en reçois beaucoup, on ne dresse pas un portrait type de l'endroit où ça se passe, ni géographiquement parlant, ni socialement parlant. Je pense que malheureusement ça touche toutes les familles, toutes les régions françaises. Il n'y a pas de personnes qui sont absolument protégées contre ça. Je pense pas que ça soit une question de milieu social, je pense que c'est une question d'éducation, une question de maladie. Mais après voilà, non, je pense que, parce que je reçois beaucoup de messages, et du coup je vois pas de différence entre selon qu'on soit défavorisé ou pas défavorisé. Et du coup, il y a 3 questions qui nous viennent. Est-ce qu'on peut identifier un profil d'agresseur? Est-ce qu'on peut identifier un profil de victime? Et... Alors, un profil d'agresseur, c'est difficile à identifier. Mais quand même, je pense que les agresseurs, le point commun qu'ils ont sur les victimes, c'est de mettre une emprise sur leurs victimes. Donc forcément, un agresseur qui représente une autorité absolue pour la victime ou vraiment un exemple, un modèle, un agresseur, il va se sentir en sécurité parce qu'il se dit que quoi qu'il fasse, sa victime, elle aura toujours ce regard par rapport à lui et ce regard l'empêchera justement de parler quand le moment viendra. Donc je pense qu'effectivement un agresseur qui a cette capacité à avoir une emprise sur sa victime, oui. Après, un portrait type des victimes, c'est un peu plus compliqué. On peut faire un portrait des victimes quand elles sont adultes, parce que souvent, les victimes adultes ont elles-mêmes été déjà victimes dans leur enfance et elles reproduisent ce schéma quand elles sont adultes parce qu'elles ont ce tel mépris